Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. La presse américaine, en 1964, écrivait à propos de cette affaire du cousu main. Le tout Hollywood du cinéma et de la chanson en rajoutait du chiquet ou les grandes manœuvres de la publicité. Il s'agissait pourtant d'un kidnapping, et le FBI était sur les dents selon la formule consacrée. Mais il s'agissait d'un kidnappé exceptionnel, un kidnappé ultra célèbre et pourtant inconnu. Oui, d'un enfant qui n'était plus un enfant. Oh bref, d'une bien curieuse histoire. Comment peut-on imaginer toutefois qu'une agence de publicité quelconque organise un kidnapping uniquement pour la promotion du kidnappé? On vous répondra qu'en Amérique tout est possible. Mais quand même, la justice est au bout. D'ailleurs, la meilleure façon de se faire une opinion sur le sujet, c'est d'examiner en détail le déroulement du scénario. Première image, le lac Tahoe, 8 décembre 1963. Le vent souffle en tempête. Un petit motel au bord du lac. Dans une chambre de cet hôtel, le futur kidnappé et l'un de ses amis d'intempé. Le téléphone sonne. Le futur kidnappé décroche. « Oui, j'écoute. » Petit silence de 2 secondes. Réponse dans l'appareil. « Oh, pardon, c'est une erreur. » Et tout le monde raccroche. À peine 5 minutes plus tard, on frappe à la porte. « Service, monsieur. Entrez, c'est ouvert. » Ils sont 2 à entrer. L'un avec un revolver P38 qu'il braque sur son objectif, tout en refermant la porte doucement. « Faites ce qu'on vous dit et tout ira bien. Toi, habille-toi et mets quelque chose de chaud. » Pendant que le kidnappé s'habille, son compagnon est contraint de se coucher sur le ventre. Le deuxième kidnappeur lui attache les pieds, les mains, couvre ses yeux d'une bande de sparadrap et l'abandonne dans un coin de la chambre. L'opération a duré 5 minutes. Le kidnappé sort maintenant, entre les 2 kidnappeurs, couloir vide, escalier vide. Au dehors, une Impala blanche dont le moteur ronronne. « Monte et boucle-la. Étends-toi sur la banquette. » On bande les yeux du kidnappé. L'homme au pistolet prend le volant, son complice s'assoit devant, et la voiture fonce en direction du Nevada sur la nationale 395. Le premier kidnappeur, Barry Keenan, 23 ans, pêcheur. Le deuxième kidnappeur, Joseph Hamschlein, 23 ans, boxeur. L'ami du kidnappé, John Foss, musicien d'orchestre. Le kidnappé, Frank Sinatra Jr. J'ai bien dit junior, Frank Sinatra Jr., 19 ans, qui vient d'abandonner ses études pour chanter dans un orchestre. Enfin, pour l'heure, il est à plat ventre sur la banquette arrière d'une voiture apparemment kidnappée en bonne et due forme. La tempête fait rage autour du lac et personne n'a remarqué quoi que ce soit. Mais bien que ficelé dans la chambre, le jeune trompettiste se tortille comme un beau diable et en l'espace d'une dizaine de minutes arrive à se libérer de ses liens et appelle la police. Tout ce qu'il peut dire, c'est qu'on a enlevé Frank Sinatra Jr. sous la menace d'une arme, car il n'a pas vu la voiture, bien entendu, et que l'un des hommes s'appelle Joe. Temps de mise en place des barrages, environ 20 minutes. Le FBI ne traîne pas dans ces cas-là, d'autant plus, il est important de le rappeler, d'autant plus que l'Amérique entière sait que Sinatra père est un allié de la famille Kennedy, un adversaire de la mafia et un super homme d'affaires en plus de son statut de plus grand chanteur des États-Unis. La nuit passe dans l'affolement que l'on imagine. Pas d'empreintes, pas de témoignages, pas de suspects. Lorsque Sinatra débarque avec une armée de fédéraux. Le lendemain matin, l'enquête est dans le noir total. Le 9 décembre 1963, dans la matinée, Sinatra tourne en rond devant son téléphone.
Toutes les radios de Californie ont annoncé son arrivée au lac Tahoe. Il a dit simplement « S'ils veulent du fric, qu'ils le disent, je me fous du fric. Je me fous qu'on le récupère ensuite ou non, ce que je veux, c'est Frankie !» On parle aussi, mais beaucoup moins, de la mère de Frankie Junior, Nancy Barbato, qui vit à Reno depuis son divorce il y a 10 ans. Selon toute vraisemblance, ce n'est pas avec elle que les ravisseurs prendront contact. Quand on enlève le fils de Sinatra, c'est avec Sinatra bien sûr qu'on discute, c'est évident. D'ailleurs, le téléphone sonne. Frank Sinatra décroche, les magnétophones du FBI ronronnent d'avance. La conversation est courte. Frank Sinatra ? Lui-même, Sinatra père. Ce n'est pas votre voix. Je vous dis que c'est moi. Vous serez là demain matin à 9h ? Oui. Ok, votre fils est ok. Vous faites pas de bill. Mais faites quelque chose pour les barrages. Et on raccroche. Et on arrête dans la journée du 10 décembre 4 hommes qui se cachaient dans une cabane de montagne. La presse saute sur l'information avec enthousiasme. Il s'agit de dangereux repris de justice dont les photos patibulaires ornent les premières pages. Confrontation avec le trompettiste Joss, l'unique témoin. Oh non, c'est pas ça. Aucun d'eux ne ressemble aux 2 garçons que j'ai vus. On les boucle quand même. Ils subiront des heures et des heures d'interrogatoire à toutes fins utiles. On ne sait jamais. 10 décembre, 9h du matin. Sinatra ? C'est ça ? Sans plus de civilité, la voix du correspondant, légèrement étouffée, s'adresse à quelqu'un qui se trouve près de lui. Prend ce téléphone. Allô, Dad ? Frankie ? Oui ? Comment ça va ? Très bien. Immédiatement soulagé, Frank Sinatra crie dans le téléphone. Hé, vous là-bas ? Vous êtes toujours au téléphone ? Oui. Alors, vous voulez arranger cette affaire ? Oui, mais pas tout de suite. Il faut que j'attende cet après-midi. Bon, vous voulez combien ? Je peux pas vous le dire maintenant. Enfin, je comprends pas. Donnez-moi un ordre de grandeur, qu'on puisse préparer la chose, au moins. Justement, je ne veux pas que vous ayez le temps de préparer. Mais il faut du temps, quand même. Ah, je sais, me cassez pas les pieds avec ça. Vous me fichez le trac. Je rappelle vers 2h. Vous pouvez pas rappeler plus tôt ? On raccroche. Suspense, gros titre. Et l'affaire prend une curieuse tournure dans l'opinion publique. Chacun murmure à Hollywood avec le sourire de celui qui est bien informé. Junior n'a pas le talent de son père, mais pour un crooner débutant, pas mal organisé tout ça, hein ? Bonne publicité ! Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Je vous rappelle que le contact est établi entre M. Frank Sinatra père et les ravisseurs de son fils Frankie Junior, 19 ans. Le 10 décembre 1963. Frankie est vivant pour l'instant. La rançon n'est pas encore fixée, mais une série de coups de téléphone va régler tout cela. C'est toujours la même voix qui parle. Je résume. 2h de l'après-midi. Environ 240 000 $ pour la rançon, je vous rappelle, à 4h de l'après-midi. Dites à votre banque de préparer 700 billets de 100 $, 700 de 50, 4000 de 20, 4000 de 10 et 5000 de 5 $. Pas de billets neufs, pas de série de plus de 8 numéros. Et faites un paquet de 60 cm de long, pas plus gros. 5h de l'après-midi. Ne restez pas là, retournez chez la mère de Frankie à Bel Air. On vous rappellera à 21h ce soir. 21h20 le soir même. Rendez-vous au poste d'essence de Santa Monica Boulevard à Los Angeles dans la cabine téléphonique. Dans la cabine téléphonique. Envoyez un messager avec la rançon à 23h à l'aéroport international de Los Angeles. Dites à votre gars de prendre le nom de Patrick Henry. Oui, c'est une étrange coïncidence. Moi, je m'appelle John Adam. L'agent du FBI qui sert de messager reçoit comme instruction de ne rien tenter qui puisse mettre en péril la vie de Frankie Junior. Il part avec exactement 239 985 $, quelque chose comme 120 millions d'anciens francs. Dans la précipitation, il manque 15 $, 2 coupures endommagées pendant les opérations photographiques des billets et une coupure manquante dans une liasse. On pense que les ravisseurs ne feront pas d'histoire pour 15 $. À 23h12, voici Patrick Henry, l'enfant du FBI, dans une cabine téléphonique de l'aéroport.
John Adams lui ordonne de se rendre à une station-service et d'y demander une carte routière. On peut voir à quoi tu ressembles, reste là pendant 5 minutes. L'itinéraire qu'on lui indique ensuite est compliqué. Il passe par une autre cabine téléphonique, enfin la voix annonce « Tu vas larguer le fric et on lâchera le gosse 4 heures après. On a besoin de temps. » Kilomètres, itinéraire, cabine téléphonique, à minuit 25, dans la nuit du 11 au 12 décembre 1963, l'agent du FBI dépose son petit colis entre 2 autobus et rentre sagement. Les ordres sont les ordres. Et vers 3 heures du matin, dans les avenues de Bel Air, une silhouette interpelle une voiture de police en patrouille. « Hé, vous êtes la patrouille de Bel Air ?» C'est Frankie Junior. Il a persuadé l'unique garde qui le surveillait de le lâcher sur la route pendant que les autres allaient toucher la rançon. On le ramène chez son père et sa mère, camouflés dans le coffre d'une voiture de police pour éviter la foule des journalistes qui assiègent la villa de Sinatra. Et voilà, tout finit bien. Et tout commence. Vous vous souvenez sûrement des photos de l'époque Frank Sinatra père et Frank Sinatra fils qui sourient aux journalistes, même sourire sur même dents blanches, radio, télévision, tout le monde fait la connaissance de Sinatra Junior et tout le monde continue de murmurer. Beaucoup publicitaire. On le murmure encore le jour où le FBI annonce triomphalement l'arrestation du gang des kidnappeurs. Voici Barry Kennon, l'homme au pistolet. Voici Joe Hamsheim, le complice. Et voici le négociateur, James Irwin. Tout s'est passé le mieux du monde, et nos 3 lascars sont en prison 5 jours à peine après le kidnapping. Enquête facile, car l'un des hommes, Irwin, se rend lui-même et dénonce les 2 autres. Maintenant, voyons pourquoi l'opinion publique continue de croire à un coup publicitaire. Plusieurs semaines avant le rapt, Barry Kennon, un jeune délinquant style Rockers, un fils de famille, parents divorcés, raconte partout qu'il a mis au point le déroulement d'un kidnapping parfait. Il rencontre Joe Hamsheim et lui propose d'y participer. Joe hésite, mais il en parle à son patron, comme d'une affaire courante. Et le patron lui déconseille bien sûr de se lancer dans ce genre d'opération. Mais vous voyez, la discrétion ne règne pas. Enfin, n'oublions pas qu'il s'agit d'amateurs. De son côté, Barry Kennon en parle à quelqu'un d'autre qui refuse, mais qui lui prête l'argent à condition que Barry rembourse après le coup. Ce que Barry fera du reste. Nanti de fonds suffisants, $600 environ, Barry rencontre le 3e larron, Irwin, un ouvrier peintre de 42 ans, qui accepte de jouer le rôle d'intermédiaire pour la rançon. Après avoir envisagé de capturer le jeune Sinatra à Phoenix, où il chante, puis à Los Angeles, dans son appartement, les 3 complices se décident pour le lac Tahoe, où se rend leur victime. C'est l'endroit désert idéal en plein hiver. Alors, ils louent une villa pour servir de refuge et une chambre dans un motel pour leur rendez-vous de conspirateurs. Mais cela fait, ils sont complètement fauchés. Barry Kennon, le chef, ne possède plus que quelques dollars et les 3 gangsters signent leur note d'hôtel et de restaurant en attendant de s'esquiver sans payer et d'abandonner leur projet. Mais un détective du motel les voit raser les murs d'un peu trop près avec leurs valises et leur en demande la raison. Et ils n'ont plus qu'à regagner leur chambre et les voilà contraints de passer à l'action. Alors, ils kidnappent Sinatra Junior, dans les conditions que nous savons. Et finalement, tout se passe merveilleusement bien, vous allez voir. Premier barrage de police. Il est en place depuis 5 minutes. Barry Kennon arrête la voiture 500 mètres avant, ôte le bandeau des yeux de Sinatra Junior et le fait asseoir normalement sur la banquette arrière. Alors tu fais semblant de dormir, hein, et pas de bêtises, sinon c'est toi qui trinques. Et on roule jusqu'au barrage, on s'arrête, on montre papier, bonne mine, et on passe. Sinatra Junior n'a rien dit. Il déclarera ensuite qu'il ne croyait pas que le barrage était déjà pour lui. Sans encombre d'aucune sorte, kidnappeurs et kidnappés parviennent ainsi jusqu'à un petit chalet minable dans la vallée de San Fernando. Junior est en liberté, il a le droit de se promener autour de la baraque. Pendant le voyage, il aura entendu suffisamment d'indications pour que le FBI retrouve l'endroit sans difficulté à son retour. Vraiment, pas très prudent, ces gangsters.
Après, pour la remise de la rançon, Barry Keenan et Joe Hamschlein quittent le chalet, laissant Junior tout seul avec Irwin, chargé de le larguer quelque part sur la route. Junior n'a pas beaucoup de mal à persuader Irwin de le relâcher plus tôt que prévu, d'ailleurs. 2 jours après sa libération, le FBI a déjà identifié le chalet et le propriétaire. Appris par le propriétaire que l'homme qui a loué le chalet possède une Impala blanche. Retrouvé l'Impala, recueillir une empreinte sur le volant, déclarer que l'arrestation est imminente. Ce qui fera que le plus trouillard des 3, c'est-à-dire Irwin, racontera tout à son frère, déclarera qu'il est prêt à se rendre, et lorsqu'il sera entre les mains de la police, il dénoncera les 2 autres. Alors les 2 autres, bien sûr, seront arrêtés le soir même, et on récupérera 47 938 $ sur la rançon initiale. C'est pour tout cela, pour ce mélange bizarre d'imprudence et de légèreté de la part des kidnappeurs, de rapidité et de facilité de l'enquête de la part du FBI, c'est pour tout cela qu'Hollywood ricane sous cap. Oh, belle publicité pour Sinatra Junior. Et dernière preuve accablante supplémentaire si besoin, une lettre déposée par Barry Keenan dans le coffre d'une banque et adressée à ses parents. Écoutez-la. Si cette lettre parvient sous vos yeux, c'est que je serai mort ou arrêté pour enlèvement criminel. Je suis incapable de gagner assez d'argent pour rembourser mes dettes. J'ai décidé de courir le risque soigneusement calculé en m'engageant dans une entreprise d'envergure. Si je réussis, je ramasserai à peu près 100 000 $. De ce côté-là, c'est le kidnapping qui semble présenter le moins de risques. Signé Barry. Et voilà. Le procès se déroule le 7 mars 1964, 3 mois après. Vous voyez que ça ne traîne pas de ce côté-là non plus. Irwin, qui n'avait pas participé au kidnapping lui-même, bénéficiera d'une peine légère, mais Keenan et Hamschlein, détention à vie, commués plus tard en 25 ans de prison. Peut-être sont-ils libres d'ailleurs en ce moment. Vous savez ce que l'on peut faire avec les remises de peine, et 13 ans ont passé. Quant à Frank Sinatra Jr., il doit avoir 32 ans maintenant, et sa renommée personnelle n'a guère franchi l'Atlantique, publicité ou pas. D'ailleurs, le FBI ne permet pas que l'on parle de publicité dans l'affaire Sinatra, et il faut toujours croire le FBI. Le FBI, c'est tout, même s'il ne dit pas tout. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Raphaël Mariat. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Mercedes-Benz. Cette voiture, elle a toujours été là. À 6 ans, vous la faisiez rouler dans les 4 coins de votre chambre. À 15 ans, vous la pilotiez sur les circuits de vos jeux vidéo préférés. Et aujourd'hui, vous avez fini de jouer, mais pas de vous faire plaisir. Jusqu'au 30 septembre pendant les Star Days, prenez le volant de la Mercedes de vos rêves et profitez de nos offres sur de nombreux modèles. Rendez-vous chez votre distributeur Mercedes-Benz. Star Days journée étoilée, détails sur mercedes-benz.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat. Au panthéon des tueurs en série américains, celui dont je vais vous raconter l'histoire est de catégorie premium. Il s'appelle Israel Keyes et on lui a collé le doux nom d'American Predator. Pour vous dire à quel point il était tordu, il planquait des kits de meurtriers dans tous les États-Unis, au cas où il en aurait besoin un jour. Armes, sparadrap, cordelettes, une pelle pour creuser des trous, prêt à servir. Je tire ce récit d'un livre américain publié en France aux éditions 10-18, American Predator, de Maureen Callahan. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Boris Pachinski. Europe 1.
Christophe Ondelatte. Je peux vous dire qu'il fait froid ce soir du 1er février 2012 à Anchorage, en Alaska. Un froid de queue, comme tous les soirs en hiver, dans ce territoire de l'extrême nord des États-Unis. Il est 20 heures. Ça fait 3 heures déjà que le soleil est allé se coucher. Ce soir, Dwayne a rendez-vous avec sa petite amie, Samantha Koenig. Elle a 18 ans, elle est encore au lycée, et le soir elle est serveuse au Common Ground, un tout petit coffee shop, une cabane en vérité, posée sur le bord de la route. Ce matin, elle lui a dit « Tu viendras me chercher, hein, Dwayne? Je finis à 20 heures. Le temps de fermer le café. Tu m'attends sur le parking ?» Eh bien, il y est, justement, sur le parking. Un peu inquiet parce que tous les deux, ils se sont pas mal clashés, aujourd'hui par SMS. Ça fait 9 mois et demi qu'ils sont ensemble. Normal qu'il y ait des cris. Et donc, il est sur le parking. Mais le problème, c'est que le coffee shop est déjà fermé. Plus une lumière allumée à l'intérieur. Et Samantha n'est pas là. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Elle m'a dit de venir la chercher, elle rentre toute seule. Putain, c'est pas vrai, quoi. Et donc, le petit copain Dwayne rentre chez lui. Et à peine arrivé, il reçoit un SMS de Samantha. Va te faire foutre. Je sais ce que tu as fait. Je vais passer quelques jours chez des potes. J'ai besoin de réfléchir. C'est normal. Préviens mon père. Et quand il lit ce SMS, Dwayne se dit, c'est pas elle qui l'a écrit. Il la connaît. Elle n'écrit pas comme ça. Alors du coup, ça l'inquiète. Il appelle le père. Elle n'est pas rentrée demain matin. J'irai voir la police. Le lendemain matin, la première chose que font les policiers, c'est d'aller au café. Et là, ils tombent sur la serveuse qui fait l'ouverture. Vous connaissez Samantha Koenig? Oui, bien sûr. Je peux vous dire que ce matin, j'en ai après elle. Ah bon? Et pourquoi? Bon, d'abord, elle est partie sans rien ranger hier soir. Et surtout, elle a vidé la caisse. Comment ça, vider la caisse? Bah, elle a tout pris. Il reste plus $1. Je la pensais pas capable de ça. Hein. On peut jeter un coup d'œil? Bien sûr. Bah, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On jette juste un coup d'œil. Aucune trace de bagarre. Il y a un bouton d'appel d'urgence, mais il n'a pas été activé. Je vois que vous êtes équipé de caméras vidéo. On pourrait avoir accès aux enregistrements? Je pense que oui, mais il n'y a que mon patron qui peut faire ça. Je vous donne son numéro. Les policiers d'Anchorage reçoivent les images en fin d'après-midi. Le coffee shop est tout petit, il n'y a qu'une caméra placée à l'intérieur. Ah bon? Cale-toi à 20 heures, c'est l'heure de la fermeture. Stop. Sur les images, on voit un client en train d'entrer juste avant la fermeture. Il commande un café, Samantha va le préparer, et quand elle revient vers le client, on la voit lever les mains en l'air, le visage paniqué. Et puis elle va éteindre la lumière, et elle revient. Et là, elle se met à genoux devant l'homme dont on ne voit que la silhouette. Manifestement, il a une arme à la main. Et puis on la voit se relever, aller vers la caisse, prendre tout ce qu'il y a dedans, et tout donner à l'homme. Mais c'est après que ça devient très inquiétant. Malheureusement, à cause du manque de lumière, l'image n'est pas de très bonne qualité. Et regarde, il se penche sur elle.
On est d'accord, il lui ligote les mains dans le dos. Hein. Ouais. Ouais, j'ai bien l'impression. Hein. Et juste après, on le voit la relever et la faire sortir du café. La suite, les policiers la découvrent grâce à la caméra extérieure d'un magasin qui est juste à côté. L'homme la force à monter dans un pick-up blanc et il disparaît dans la nuit. Les images terrifiantes d'un enlèvement. Samantha Koenig a été kidnappée. Quand il apprend ça, le père organise un grand rassemblement sur le parking. 200 personnes sont là, dans le froid. Des amis de Samantha, mais pas que. Des tas de gens d'Anchorage aussi, qui ne la connaissent pas. Je voudrais envoyer un message aux ravisseurs de ma fille pour les supplier de nous la rendre vivante et vite. Je sais que je peux compter sur la mobilisation de la police, mais de mon côté, je vous propose de nous mobiliser sans attendre. Je vous remercie pour l'aide que vous pourrez m'apporter. Votre soutien est très précieux. Et donc, il fait imprimer des affiches avec 3 photos de Samantha. Il offre 41 000 $ à qui livrera des informations qui permettront de retrouver sa fille. Trois semaines plus tard, rebondissement. Le petit copain Dwayne reçoit un nouvel SMS émis depuis le téléphone de Samantha. Panneau de Connors Bog Park, sous la photo d'Albert. Elle est si jolie. Il appelle tout de suite les policiers qui se précipitent sur place. À l'entrée du parc, il y a un panneau. Dessus, il y a une affichette qui signale la disparition d'un chien nommé Albert. Et juste en dessous, agrafé, il y a un sac en plastique. Les policiers l'ouvrent. Dedans, il y a des photos de Samantha, des polaroïdes, qui la montrent avec une drôle de tresse dans les cheveux. Et puis, il y a un petit mot. Bon, alors, voyons. Il demande une rançon de 30 000 $. Il dit qu'il a la carte bancaire de Samantha, qu'il n'y a qu'à déposer l'argent sur son compte et qu'il retirera l'argent dans des distributeurs dans d'autres États que l'Alaska pour pas être identifié. $30 000, c'est pas énorme. Et donc, en concertation avec le FBI, le père de Samantha verse 5 000 $ sur le compte de sa fille. Et on attend. Oh les gars, ça y est, il vient de faire son 3e retrait. Il a pris 500 $ à chaque fois. Et toujours dans des distributeurs d'Anchorage. Il est toujours dans le coin. Il n'a pas quitté l'Alaska. Les banques étaient dans le coup, elles ont prévenu la police, mais à chaque fois, la police est arrivée trop tard. Dans les jours qui suivent, rien. Le compte en banque reste inactif. Les prélèvements reprennent le 7 mars. Il a quitté la ville. Le premier retrait est effectué en Arizona, le suivant au Nouveau-Mexique, puis 2 autres au Texas, dans 2 villes distinctes. À chaque fois, vous vous en doutez, la police collecte les images des caméras vidéo des distributeurs. Zoom encore, là.
Il a un masque, le con, impossible de l'identifier. Merde. Ouais, mais regarde. On voit sa voiture. On voit pas l'immatriculation, mais bon, c'est déjà ça. C'est une Ford Focus blanche, à mon avis. Écoute, on va diffuser l'image aux collègues dans tout le pays, puis on verra bien ce que ça donne. Et ça donne. Le 13 mars, une patrouille autoroutière du Texas arrête une Ford Focus blanche pour un excès de vitesse. On l'a arrêté par rapport à votre signalement. Et ce qui nous fait penser qu'on s'est pas trompé, c'est que le conducteur a un permis de conduire qui a été émis en Alaska. Et vous avez fouillé la voiture? Oui. Ça va encore plus vous intéresser. Parce que dans la voiture, on a trouvé un pistolet. Et la carte bancaire, le téléphone portable et le permis de conduire d'une certaine Samantha. On a aussi trouvé les vêtements et le masque filmés par les caméras des distributeurs. Bingo! Énorme coup de chance dans cette enquête. Parce que chercher une Ford Focus blanche dans tous les États-Unis, honnêtement, c'était chercher une aiguille dans une botte de foin. Et là, le ravisseur de Samantha s'est fait arrêter pour un excès de vitesse. Le gars s'appelle Israel Keys, 34 ans, né à Richmond, dans l'Utah, inconnu des services de police. Je vous repose la question, Keys. Que font le téléphone, la carte bancaire et le permis de conduire de mademoiselle Samantha Koenig dans votre voiture? Je vous dis que je les ai trouvés. C'est tout. Son domicile a encore été perquisitionné. Et on y trouve un pick-up de marque Chevrolet qui est le même que celui qui a été filmé sur le parking du coffee shop. C'est lui. Il n'y a aucun doute. Mais où est Samantha? Les enquêteurs du FBI débarquent au Texas où l'homme a été arrêté. Ils n'en tirent rien de plus que les policiers du coin. Mais à la fin de l'interrogatoire, son avocat fait une promesse. Laissez-moi un peu de temps. Je vais essayer de le convaincre de vous raconter ce qui s'est passé. Israel Keys est de retour face aux policiers quelques heures plus tard. Je vais vous parler. Vous inquiétez pas. Mais avant, je voudrais vous demander 2 ou 3 choses. Je voudrais un café allongé, hein. Et puis un cigare. Et puis une barre chocolatée au beurre de cacahuète. Voilà, monsieur, à votre service. Et maintenant? Eh bien maintenant, il faut l'écouter. Et c'est pas facile à entendre. La fille, je l'ai ramenée chez moi. Je l'ai ligotée, je l'ai enfermée dans mon abri de jardin, parce que à la maison, il y avait ma femme et ma petite fille. Moi, je n'avais pas besoin de savoir. Ensuite, je me suis servi 4 ou 5 whisky, oui, bien tassé. J'ai fumé un gros cigare. J'ai mis la musique à fond, hein, pour que personne ne m'entende. Et puis, je suis allé dans l'abri de jardin, et je lui ai donné un peu de plaisir, quoi. Elle pouvait gueuler tout ce qu'elle voulait. Personne ne pouvait l'entendre. Alors après, je suis retourné au coffee shop. J'avais oublié de prendre son téléphone et sa carte de crédit. Et puis je suis rentré. Je lui ai redonné un petit coup. Comme ça, pour prendre un peu de plaisir, quoi. Une dernière fois. Pourquoi est-ce que vous dites une dernière fois? Eh bien parce que le lendemain matin, je l'ai étranglée. Après, je lui ai donné 2 coups de couteau pour qu'elle soit bien morte. Vous voulez dire qu'après que vous l'ayez étranglée, elle n'était pas morte? Oui, elle était morte. Mais les coups de couteau, c'était juste pour qu'elle soit bien morte, quoi. Il vient de raconter tout ça sans la moindre émotion, ni le moindre regret.
Eh bien, vous l'avez, votre monstre, hein? Vous l'avez. Vous savez, personne ne me connaît, mais il m'a vraiment connu. Personne ne sait rien sur moi. On vous dira des choses qui n'ont rien à voir avec ce que moi je vous dirai. Je suis deux personnes différentes. Et le seul à savoir les choses que je vous raconte, eh ben c'est moi. Depuis combien de temps êtes-vous deux personnes différentes, comme vous dites? Oh, depuis très longtemps. Je dirais 14 ans. « 14 ans. Alors ça veut dire qu'il a probablement fait d'autres victimes. Et le corps de Samantha, alors, où est-il? Dites-moi, je voudrais un autre café allongé. Et une barre chocolatée aussi. On les lui donne. Et il enchaîne. Je l'ai mise dans une caisse. Et vous la trouverez dans mon abri de jardin. Très bien. On va y aller. Et après, qu'est-ce que vous avez fait? Oh ben, j'ai réveillé ma femme et ma fille. On avait prévu des vacances sur un bateau à la Nouvelle-Orléans. Ah ben, on y est allé. Voilà. Et vous êtes revenu quand? 15 jours plus tard. Avec le froid, le corps de la petite avait complètement congelé. Alors je l'ai décongelé. Je l'ai coiffé, je l'ai maquillé. Et j'ai fait des photos avec un Polaroid. Vous les avez trouvées à propos des photos? Oui, oui. Et après, qu'avez-vous fait du corps? Ça, je préfère vous le dire moi-même. Car le corps de Samantha, il l'a découpé à la hache. Il est allé sur un lac gelé. Il a fait un trou, comme les pêcheurs, vous savez. Et il a glissé les morceaux dans le trou. Mais pas tout. Et là, il s'est dit, bah, ça fait un bon appât. Alors, il s'est lancé dans une petite partie de pêche. Et le soir, il a ramené le poisson chez lui et il l'a mangé. Et il est venu comme ça pendant 3 jours avec les restes de Samantha pour appâter le poisson. J'en ai raconté des horreurs dans ma vie de raconteur de crimes. Mais des comme ça, jamais. Ce Keyes est l'un des plus grands psychopathes de l'histoire humaine. Dans les jours qui suivent, on va fouiller le lac de Matanuska. Et avec un petit robot sous-marin, on retrouve les restes de la pauvre Samantha. Et on les remonte, un par un. Nous avons retrouvé la dépouille de Samantha Koenig. Nous pensons avoir le coupable en garde à vue. Vous avez remarqué que le procureur ne donne pas son nom, car Keyes leur a proposé un deal. S'il vous plaît, ne donnez pas mon nom, c'est pour ma femme et pour ma fille, vous comprenez, je veux pas qu'elle souffre. Et comme les policiers pensent qu'il en a tué d'autres, et qu'ils espèrent qu'il parle, alors ils ont accepté. Sauf que lui, maintenant, il a d'autres préoccupations. C'est important, ça. Je veux pas être condamné à perpétuité, vous voyez? Je veux être condamné à mort. Vous entendez? À mort. Et je veux que ça aille vite. Je veux que ça soit plié dans l'année. Même si je sais très bien que les cons sont capables de ne pas me condamner à mort. Putain de pays. Effectivement, sur ce coup-là, il risque d'être déçu. La peine de mort a été abolie en Alaska. En revanche, s'il a fait d'autres victimes ailleurs, ça peut-être se faire.
Retrouvez Christophe Andelatte pour la suite de votre récit dans un autre podcast déjà disponible sur votre plateforme. Mercedes-Benz. Cette voiture, elle a toujours été là. À 6 ans, vous la faisiez rouler dans les 4 coins de votre chambre. À 15 ans, vous la pilotiez sur les circuits de vos jeux vidéo préférés. Et aujourd'hui, vous avez fini de jouer, mais pas de vous faire plaisir. Jusqu'au 30 septembre, pendant les Star Days, prenez le volant de la Mercedes de vos rêves et profitez de nos offres sur de nombreux modèles. Rendez-vous chez votre distributeur Mercedes-Benz. Star Days journée étoilée, détails sur mercedes-benz.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Europe 1. Andelatte raconte la suite de votre récit. Le 7 avril 2012, Keith fait savoir qu'il veut parler. Eh bien, parle, ras d'égout. J'ai bien réfléchi, je vais vous donner 2 corps. 2 corps et un nom. Et le nom, c'est Curry. Bill et Lorraine Curry. Mari et femme, 50 ans tous les deux, disparus l'année dernière à Essex dans le Vermont. Et pourquoi eux, Keith? Pourquoi? Pour vous dire vrai, je les ai un peu choisis par hasard. Mais choisis pourquoi? Pourquoi? Mais pour prendre mon pied. Il raconte qu'il a repéré leur maison, un soir, qu'il a vu qu'ils n'étaient pas tout jeunes, qu'ils n'avaient pas de chien. Il a commencé par sectionner la ligne téléphonique. Il avait peur qu'il y ait une alarme. Il a cassé le carreau de la porte d'entrée avec un pied de biche. Et il s'est dirigé vers la chambre. Oh, on se réveille tous les deux. Il y a tonton Israël qui est là. Il les a attachés au lit. Il leur a demandé où ils planquaient leur argent. Il a aussi ramassé les bijoux, les médicaments et leurs cartes bancaires. Et à ce moment-là, la bonne femme a voulu s'enfuir. Oh, heureusement que je l'ai rattrapée. Et là, il leur a attaché les mains dans le dos. Il les a amenés tous les deux au garage. Et il les a collés dans leur propre voiture. Et après, je les ai amenés dans une ferme. Une ferme que j'avais repérée. Il y avait écrit « à vendre » dessus. Comme ça, moi, j'étais sûr de pas être dérangé. Il a mis Bill dans la cave et Lorraine dans une chambre à l'étage, où il l'a bien attachée au lit. Ah, puis il y avait son idiot de mari, là, qui arrêtait pas de gueuler dans la cave, là. « Lorraine, Lorraine !» Alors je suis descendu avec ma carabine. Je lui ai réglé son compte. Et après, continuez. Et ben après, je suis allé me fumer un petit cigare, tranquille. Et après le cigare, je suis remonté dans la chambre. La femme, je lui ai donné un petit peu de plaisir. J'ai pris mon compte aussi, rassurez-vous. Et après, le temps de me remettre, j'ai recommencé. Et puis je l'ai étranglée. Je l'ai pas tuée. Elle a juste perdu connaissance. Ça veut dire qu'elle est vivante? Bien sûr que non. Je l'ai descendue à la cave. Je voulais qu'elle soit avec son mari. Et puis je l'ai étranglée avec un serre-câble. Jusqu'à ce qu'elle soit morte, pour le coup. Et après, il a mis les 2 corps dans des sacs poubelles. Et il est parti. En se disant, personne ne les retrouvera jamais. Et de fait, depuis, on ne les a pas retrouvés. Les policiers du Vermont sont envoyés sur place. La ferme a été rasée, figurez-vous. Bonjour madame. Est-ce que vous savez où ont été entreposés les gravats de la ferme qui a été détruite, à côté? Elle a des charges, je pense.
On retourne à la décharge pendant 2 mois et demi. Et on ne trouve rien. Ce que Keyes a raconté aussi pendant ses aveux, c'est que pour tuer ces deux-là, il n'a pas eu besoin de logistique. J'avais planqué un kit de meurtre dans le coin, il y a 2 ans. Un kit de meurtre. Qu'est-ce que c'est? Tout ce qu'il faut pour tuer, une arme, des munitions, des pelles, des cordelettes, du ruban adhésif, enfin, tout ce qu'il faut pour tuer des gens et se débarrasser de leur corps. J'avais mis tout ça dans un seau, il y a 2 ans. Et là, quand j'en ai eu besoin, je l'ai déterré, quoi. Et vous en avez caché ailleurs, de ces kits de meurtriers, comme vous dites? Oui, dans plein d'états. C'est commode, vous comprenez, vous n'avez pas besoin de vous déplacer avec tout le matériel. Il en a tué beaucoup d'autres, c'est sûr. Mais qui, quand, où, il ne le dira pas aujourd'hui. Alors grâce à ses comptes en banque, son relevé de téléphone, son journal intime aussi qu'on a retrouvé chez lui, les policiers décident de reconstituer son parcours à travers les États-Unis ces 14 dernières années. C'est-à-dire à partir du moment où, comme il l'a dit lui-même, il est devenu 2 personnes différentes. Ils ont collé au mur une grande carte des États-Unis et en fonction de ces déplacements, ils ont identifié 5 terrains de jeu possibles. En Alaska, dans l'État de Washington, au Texas, dans l'Illinois et dans l'Indiana. Et ils l'interrogent. Est-ce que tu as tué quelqu'un ici? Est-ce que tu as tué quelqu'un là? Mais j'ai pas du tout envie de parler tout ça. Dites, vous auriez pas un cigare? Il veut un cigare? On lui en donne. Et pour le chouchouter, il a même droit tous les matins à un plateau avec le New York Times, du café et toutes les sucreries qu'il veut. Tant qu'il parle, il aura tout ce qu'il veut. Bon, on se résume. Ce type a pas de victime type, puisqu'il tue aussi bien une adolescente de 18 ans qu'un couple de 50 ans. Et puis ce que j'ai remarqué, c'est que dans les 2 crimes, à chaque fois, tu verras ça sur le relevé de son portable, il a coupé son portable. Et il a retiré la batterie. Autrement dit, ça veut dire que si on remonte l'historique de son portable, à chaque fois qu'il a coupé son téléphone, il est susceptible d'avoir commis un crime. Et il a souvent coupé son téléphone. Autre chose, il semble qu'en parallèle, qu'il soit un braqueur. Chez lui, on a retrouvé pas mal d'argent liquide, et notamment des billets marqués d'encre, ce qui laisse penser qu'ils sont issus d'un braquage. Pendant toutes ces années, vous avez braqué des banques, Keith? Si j'ai braqué des banques? Mais bien sûr que j'en ai braqué. Faut bien vivre. Vous avez été arrêté au Texas, Keith. Vous avez braqué une banque récemment au Texas. Oui, à Hazel. J'ai pris un joli petit pactole. Alors, les policiers se font remonter les vidéos de ce braquage. Regarde, c'est lui là, avec le casque de chantier. Eh bien, figure-toi que la veille de ce braquage, il y a un type qui s'appelle Jimmy Tidwell qui a disparu pas très loin de là. Et c'est un électricien. Et il avait justement un casque de chantier identique à celui-là. On peut donc imaginer que c'est lui qui l'a tué. T'as des photos de ce Jimmy Tidwell? Oui, bien sûr, je vais en trouver. Dans ton souvenir,
Il a les cheveux longs, châtains, un peu bouclés, ce gars-là? Oui, oui. Pourquoi tu me demandes ça? Eh ben parce que regarde bien les images. Sous son casque, Keith a des cheveux châtains, longs et bouclés. On est d'accord? Oui, alors? Et alors? Alors les policiers se disent que c'est peut-être le scalp de cet électricien que Keith porte sur la tête. Dites-moi, Keith, on a visionné les vidéos du braquage que vous avez commis au Texas. Vous aviez de drôles de cheveux. C'était une perruque? Bien sûr que non. Ce sont de vrais cheveux. Vous les avez achetés? On n'a pas besoin d'acheter de vrais cheveux pour se procurer des vrais cheveux. Vous êtes amusant. Ça a l'air de l'amuser beaucoup, tout ça. Mais ce jour-là, il ne va pas plus loin. En avril 2012, Israel Keys est expertisé par un psychologue judiciaire, le docteur Ronald Rush. L'entretien dure plus de 6 heures. Keys est né dans l'Utah, deuxième d'une famille miséreuse de 10 enfants. À cette époque-là, toute la famille vit dans une cabane, sans eau courante, sans électricité et sans chauffage. Il a 5 ans quand sa famille déménage à Colville, dans l'État de Washington. À ce moment-là, ses parents se rapprochent d'une église qui s'appelle l'Arche. Enfin, une église. Disons plutôt une milice antisémite et adepte de la suprématie blanche. Dès que j'ai su lire, j'ai dû apprendre tous les versets de la Bible par cœur. Vous savez, docteur, j'ai grandi entouré de gens bien. Ah oui. Ils étaient gentils les uns avec les autres. Tout était idyllique. Et vous, à cette époque-là, Keith, vous avez des épisodes de violence? Ouais, disons ce qu'on pourrait appeler... moi, je dis des pulsions sombres. Expliquez-moi. Eh bien, par exemple, à 14 ans, je considérais comme normal et acceptable des choses que personne, strictement personne, ne semblait accepter. D'accord. Vous pouvez me donner un exemple? Oui, bien sûr. On avait un chat à l'époque. Cet idiot fouillait dans les poubelles. Alors je l'ai attaché à un arbre, je lui ai tiré dessus. C'était drôle parce qu'il n'est pas mort tout de suite. J'ai bien ri ce jour-là. Et il raconte au psy qu'un jour, il a dit à son père qu'il ne croyait pas en Dieu. Et que du coup son père l'a fichu dehors. Et là, je suis allé m'installer dans l'Oregon. Vous diriez que ça s'est aggravé pour vous à ce moment-là? Disons que je reconnais que j'ai eu beaucoup plus de pulsions violentes. Vous pouvez me donner un exemple? Par exemple, à Mapping, dans l'Oregon, j'avais 19 ans, je pense. Je m'en suis pris une fille. Je sais plus comment elle s'appelait, Léna ou Léa, un truc comme ça. Alors je l'ai amenée dans les toilettes, je l'ai attachée, et je lui ai donné du plaisir. J'avais décidé de la tuer, mais bon, elle m'a parlé, elle m'a convaincu de la laisser repartir. Je peux vous dire que dans les années qui ont suivi, je m'en suis vraiment voulu de pas l'avoir tuée. C'est la première et la dernière fois que j'en ai laissé une vivante. Selon nos informations, un certain Israel Keys serait impliqué dans la disparition et le meurtre de Bill et Lorraine Currier, disparus l'année dernière à Essex. Ils viennent de balancer son nom, et c'est un tournant dans cette enquête. Pour Keys, c'est une trahison.
je dois vous dire que je suis un peu énervé. Je vous ai dit, dès le départ, qu'avant de vous donner l'emplacement de ces corps, le public devait rester à l'écart. Et la première chose que vous faites, c'est de me donner en spectacle. Et maintenant, ils vont faire des reportages. Et ma famille va être au courant. C'est pas bien ce que vous avez fait. C'est pas nous qui avons fait fuiter cette info, je te jure. Admettons. Mais qu'est-ce que vous pourriez me proposer maintenant en échange d'informations? Rien, hein? Si, peut-être la peine de mort. Non, en fait, hein? Même ça, vous ne pouvez pas me le promettre. Le contact est rompu. À partir de là, un bras de fer s'engage. Qui? Dites-nous au moins de combien de victimes on peut parler. Moins de 12. Il nous faut des noms, Keith. Ah ben vous avez brisé le pacte et vous voulez des noms? Je vous les donnerai pas. C'est de votre faute. Donnez-nous au moins quelques meurtres. Il réfléchit longuement, et sans donner de nom, il finit par avouer son premier meurtre, en 2001, dans l'État de Washington. Et dans la foulée, il en avoue 2 autres, un couple, toujours dans l'État de Washington. 3 plus 3, à ce stade, ça nous fait 6 victimes. Et alors c'est à cette époque que j'ai eu une petite fille, avec ma petite amie de l'époque. Oh ben ça a pas mal changé la donne, hein, pour moi, parce que à partir de là, moi j'ai décidé de ne plus m'en prendre à des enfants. Normal, hein? J'étais quand même devenu père. Ce qui voudrait dire qu'avant la naissance de sa fille, il a tué et violé des enfants. Mais qui? Quand? Où? Il ne veut pas en dire plus. Dans les semaines qui suivent, à force d'insistance, il balance 2 autres meurtres, mais toujours sans donner les noms. Ça l'amuse de jouer au chat et à la souris avec les policiers. Je ne sais pas si vous connaissez le lac Crescent à Washington. Eh bien, un jour, dans les bois tout à côté, j'ai rencontré quelqu'un. Je l'ai mis sur le bateau, et puis je l'ai tué. Il est très profond, ce lac, qui doit faire entre 150 et 200 mètres de profondeur. Je crois que personne n'a jamais vu le fond. Mais qui? Quand? Ah ben, il refuse toujours de le dire. Au total, il parle de 5 victimes dans l'État de Washington. Plus Samantha Koenig, plus les époux Curie, en Alaska. Eh ben, ça fait 8. Et il ajoute un 9e meurtre en 2009, sur la côte Est, sans en dire plus. Bon, j'ai fouillé son ordinateur. En 2009, il était en contact avec une certaine Debra Feldman, qui est portée disparue depuis. Donc, si tu veux mon avis, c'est elle sa 9e victime. Hein. Les policiers lui montrent la photo de cette Debra Feldman. Il explose. Je ne veux pas parler de ça. Enfin! À l'automne 2012, Israel Keyes a été interrogé 25 fois depuis son arrestation. Il a avoué 9 meurtres, mais en donnant si peu de précision qu'aucun corps n'a été identifié. La seule chose qu'on ait retrouvée, c'est l'un de ses kits de meurtrier près de Miami, en Floride. Et plus les jours passent, plus il se referme comme une huître. Il parle de moins en moins. Il refuse de balancer d'autres meurtres, et encore moins de donner les noms des victimes des meurtres qu'il a déjà avoués. Et voilà qu'un jour, il fait une tentative d'évasion de la prison d'Anchorage où il est détenu. Heureusement, il n'arrive pas à s'enfuir. Sa cellule est fouillée, et on y retrouve une lettre adressée à son frère. Une lettre dans laquelle il écrit « On ne peut pas me condamner à mort ». Il écrit ça comme un regret. Et on retrouve aussi dans sa cellule un nœud coulant qu'il a confectionné avec ses draps. Qu'on fasse attention, hein.
Ce type va être condamné à mort. Faudrait pas qu'il se suicide. Sage réflexion. Le 30 novembre 2012 a lieu le 26e interrogatoire d'Israël Keith. Une fois de plus, les policiers réclament des noms, des lieux, des dates. Et une fois de plus, ils les baladent. Je ne vous dirai rien. Si. Je peux vous avouer un truc. J'ai tué des gens, j'ai fait des braquages, j'ai fabriqué des explosifs aussi. Avec de la poudre à canon. C'est ma spécialité, je suis assez bon là-dedans. Des explosifs. Mais pourquoi faire? Je voulais détruire des églises. Et puis finalement, je l'ai pas fait. Le lendemain de cet ultime interrogatoire, aux alentours de 22 heures, Israël Keith se tranche les veines du poignet avec une lame de rasoir. Et pour être sûr de mourir, il se pend avec une corde confectionnée avec ses draps. Quand les surveillants entrent dans sa cellule, c'est trop tard. Viens voir. Regarde sous le mur. Sur le mur de sa cellule, avec son propre sang, il a dessiné 12 crânes. Et juste en dessous, un message. We are one. Nous ne faisons qu'un. Et sur un autre mur de la cellule, toujours avec son sang, il a écrit un mot énigmatique. Belize. Alors, est-ce que les 12 crânes représentent 12 victimes? Ou est-ce qu'il en a tué d'autres? On ne sait pas. On ne saura jamais. La seule chose qu'on comprend, c'est qu'à force de réclamer la peine de mort qu'il n'obtiendrait jamais, il se l'est octroyé lui-même. J'ai tiré cette histoire du livre de Maureen Callahan aux éditions 10-18, American Predator. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.